Éric Coquerel, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette dette-là est insupportable. Elle est le résultat de la politique qui a consisté 7 ans durant à favoriser les revenus du capital à coup d'allègements fiscaux, de niches fiscales, d'aides injustifiées à des entreprises qui les recyclent en dividendes. L'exemple de Sanofi en est l'illustration. 1 milliard en 10 ans de crédit impôt recherche pour supprimer des laboratoires de recherche, vendre Doliprane à un fonds américain, le tout avec un chiffre d'affaires assis sur la sécurité sociale et à l'arrivée 53 milliards de dividendes distribués en 10 ans. Sur les 62 milliards de recettes en moins en 2023, une grande partie se sont accumulées dans les poches de bien peu de Français. Et je le redis avec force ici, oui, ce sont les recettes, ces recettes en moins, qui expliquent très majoritairement le déficit actuel. En 2023, les dépenses publiques ont baissé de 1,5% par rapport au PIB, tandis que les recettes baissaient de 2%. Dans l'augmentation de la part du patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France, passée de 25% du patrimoine national à plus de 42% aujourd'hui, combien a contribué au gonflement de la dette ? Bercy ne conteste d'ailleurs pas que la progression ininterrompue des prévisions de déficit pour 2024 et 2025 depuis plusieurs mois vient surtout d'une baisse du rendement de l'IS, de l'impôt sur le revenu, de la TVA. Une surprise qui n'en est pas une pour beaucoup sur les bancs de l'Assemblée, puisque nous avions, lors des débats budgétaires précédents, mis en question pour ces raisons les prévisions assénées par les ministres en matière de déficit. Oui, cette politique a rendu le déficit incontrôlable au point de le rendre imprévisible, ce qui par ailleurs nuit peut-être plus gravement que le déficit lui-même à une possible perte de confiance de nos créditeurs qui prêtent sans rechigner à la France parce qu'elle est dotée d'un appareil d'État sérieux et de capacités prévisionnelles sérieuses qui leur permettent de savoir où ils placent leur argent. Voilà d'ailleurs pourquoi je proposerai mercredi à ma commission des finances de se transformer en commission d'enquête sur les raisons qui ont conduit à la variabilité de ces prévisions passées en 6 mois de 4,4% du PIB à 6,1%. On aura compris que notre pays ne peut s'endetter à force d'avoir mis des milliards d'euros dans la poche des intérêts particuliers de quelques-uns. Et ce n'est donc pas la dépense publique et sociale qui, elle, est au service de tous d'y remédier. Ce sera le débat central des projets de loi de finances de l'État et de la sécurité sociale. Pour autant, cela n'épuise pas la question de la dette. Car si cette dette-là, je l'ai dit, est insupportable, il y a une mauvaise et une bonne dette, celle qu'il faudrait mobiliser pour l'intérêt général et peut-être même la survie de l'humanité. En avons-nous les moyens ? Autrement dit, le montant de la dette actuelle ne nous met-il déjà pas en faillite ? Les libéraux agitent depuis plusieurs années l'épouvantail de la dette pour mieux nous faire accepter les politiques d'austérité et surtout de privatisation de secteurs potentiellement rentables, santé, éducation, etc., qui coûteraient trop cher au public. Déjà, disons-le, un service qui n'est plus pris en charge de façon solidaire par le public, il l'est souvent par le privé, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Et pour savoir combien cela coûte au final au pays, peut-être conviendrait-il de comparer les dettes globales de chacun de nos pays. Par exemple, si la dette publique des Pays-Bas est inférieure à la nôtre, sa dette privée, 230% du PIB, est très supérieure, au point que l'endettement global des Pays-Bas est de 280% contre 274% pour nous. Ensuite, rappelons que non, la France n'est pas endettée à hauteur de 3 000 milliards sur la seule année 2024. Elle l'est sur 8 ans et demi sur la durée moyenne de remboursement de nos emprunts. Ramené à un an, cela fait passer la dette de 110% du PIB à 13%, c'est-à-dire 353 milliards d'euros, ce qui est quand même, vous en conviendrez, moins effrayant. Nos taux d'intérêt à 10 ans ont diminué sur 10 ans et restent à un niveau proche depuis un an. 3 fois plus de créditeurs se précipitent dès que la France soumet un emprunt. La France reste dans les 15 valeurs les plus sûres du marché. Certes, on voit poindre des signaux moins positifs, mais ils sont à ce stade davantage dus à la politique mise en place qu'à la capacité de la France de rembourser. Reste la charge de la dette, qui effectivement va monter de 1,9% du PIB à 2,6%. Mais là encore, ce serait tout à fait supportable s'il s'agissait d'une dette permettant, par exemple, de réduire notre dette écologique. Celle-là est prioritaire, et je suis ravi que Michel Barnier l'évoque, mais ça semble un peu un vernis. La preuve,
le budget en matière environnementale va diminuer de 16% l'an dernier, alors que selon I4C, il faudrait d'ici 2030, la législation, réglementation à changer, 50 milliards d'euros de plus d'investissement de l'État et 23 milliards des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs climat. Le rapport Draghi parle, lui, de 800 milliards au niveau européen. Ce besoin massif d'investissement en matière environnementale, mais aussi de santé, d'éducation, de logement, réclame donc des fonds qu'une seule année de production des richesses ne peut assurer, même si un meilleur partage des richesses pourrait l'améliorer. La vraie question, à partir du moment où cette dette nécessaire, c'est à qui elle appartient. Et je préconise pour ma part de recourir à la même façon à la dette qui a été empruntée par la Banque centrale européenne pendant le Covid et qui consistait non pas à être soumis au marché, mais à produire nous-mêmes notre dette et donc en être souverain. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Yannick Neudet.